International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Le cinquième témoin de l'accusation, Sam Mohamed Jishi, a fait sa déposition du 7 au 18 mars 2016 pendant le procès dans l'affaire contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. Au cours de son interrogatoire par Eric MacDonald, premier substitut du procureur, le témoin a déclaré qu'il était le président de l'Alliance pour une nouvelle Côte d'Ivoire, l'ANCI, qui fait partie de la Galaxie patriotique et qu'il aurait conduit plusieurs tournées pour faire campagne dans le nord du pays. C'était quoi ça, la Galaxie patriotique? La Galaxie patriotique, c'était où se retrouvaient et se reconnaissaient tous les leaders des différents mouvements politiques et de mouvements soutien à la patrie, qui pensaient que nous étions attaqués. Donc on s'est organisé. Donc c'est le groupe de tous les leaders qui étaient ensemble qu'on appelle la Galaxie patriotique. La Galaxie patriotique, c'est ceux qui défendent la patrie. Quand est-ce qu'elle a pris naissance ou elle a pris forme, cette Galaxie patriotique? La Galaxie patriotique a commencé à prendre forme et s'organiser à partir lorsque la Côte d'Ivoire a été attaquée et la Côte d'Ivoire a été divisée. C'est comme ça. Combien, donc, de groupes composaient la Galaxie patriotique? Je ne peux pas te donner les chiffres exacts, mais on était beaucoup trop nombreux qui faisaient la Galaxie patriotique. Vous rappelez-vous justement avoir été questionné également dans votre premier entretien avec le bureau du procureur et les chiffres que vous aviez mentionnés à ce moment-là? Oui, c'est ça. Je crois qu'on m'a même demandé le nom de certains leaders de la Galaxie patriotique, où j'ai donné la liste. Vous avez la liste? Je crois bien. Alors, ma question, je vais la répéter. Vous rappelez-vous d'avoir été questionné sur le chiffre ou le nombre que vous aviez donné, de groupes qui faisaient partie de la Galaxie patriotique? Vous rappelez-vous d'avoir donné un nombre dans votre déclaration? La première. Oui. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, je me rappelle que j'ai été questionné sur ça. Et qu'on m'a même demandé de donner le nom. Je crois qu'on a donné le nom, on a fait une liste. Mais le nombre, je ne me souviens pas, c'est combien. Concernant le financement de la Galaxie patriotique, M. Jishi a déclaré que les activités étaient financées par une société privée et qu'un système de primes avait été mis en place pour ses membres. Vous, personnellement, aviez-vous un salaire mensuel? Venant du gouvernement? Oui. Non, pas du tout. À votre connaissance, est-ce que des leaders de la Galaxie patriotique étaient financés par le gouvernement ou recevaient un salaire par le gouvernement? Bon, un salaire peut-être c'est un peu trop dur, c'est trop chose, mais je crois qu'il y avait des primes pour certains leaders, il y avait des primes qu'ils recevaient et d'autres recevaient des financements pour s'ils devaient aller faire des meetings ou aller en tournée. Expliquez-nous comment ça fonctionnait, le système de primes. Mais on leur donnait des primes, ils venaient prendre ça à la présence, ils déchargeaient. On leur faisait une décharge, ils déchargeaient. Où allait-il pour obtenir la prime, physiquement? Pardon? Vous, est-ce que vous receviez des primes? Non, monsieur le procureur. Les leaders qui recevaient des primes, selon vous, à votre connaissance, comment obtenaient-ils cela? Où allaient-ils physiquement, logistiquement, pratiquement? Mais ils venaient à la présidence pour prendre ça. Qui avez-vous vu aller chercher des enveloppes à la présidence? Il y a certains jeunes qui partaient, certains jeunes de la Galaxie patriotique qui partaient pour prendre. Combien en avez-vous vu? Moi, devant, il y a 3 qui sont arrivés pour prendre. Est-ce que vous avez connu les montants qui étaient reçus à ce moment-là? Non, monsieur le procureur.
Au sujet de la vidéo de Charles Blé Goudet, qui avait été diffusée sur la télévision nationale, le témoin a déclaré que le président de la jeunesse avait fait appel à tous les Ivoiriens qui voulaient défendre leur patrie à s'inscrire dans l'armée, et que ces appels passaient régulièrement à la télévision. Forme de bataille psychologique que l'adversaire veut gagner, mais il va échouer. Ce combat que nous avons commencé depuis 2002, je vous le dis, camarades, nous allons le gagner et nous le gagnerons. Parce que nous sommes dans le vrai, nous sommes dans le juste. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Quant à sa relation avec Laurent et Simone Gbagbo, le témoin a déclaré que Madame Gbagbo était membre du Congrès national de la résistance pour la démocratie, le CNRD, et qu'elle avait participé à certaines de ces réunions. En décembre 2010, au cours de l'une de ces réunions, M. Djichy aurait fait un discours dans lequel il aurait dit que les décisions militaires et de sécurité sur la Côte d'Ivoire avaient été prises ailleurs et qu'ils avaient perdu. Monsieur Gbagbo, président à ce moment-là, l'avez-vous rencontré durant la crise? Vous voulez parler à la réunion, là? Je sors du CNRD. Maintenant, je me concentre sur M. Laurent Gbagbo. Oui, je l'ai rencontré 2 fois à la résidence là-bas à la maison. Pourquoi vous l'avez rencontré? C'était quoi l'objet de la rencontre? Vous allez m'excuser, Monsieur le Président, Monsieur le Président, je vous ai dit ici, le président Gbagbo, pour moi, c'est comme un père, c'est mon père. Et c'est un monsieur que j'aime beaucoup, j'ai l'estime pour lui. Donc, aller vers ton père, est-ce qu'il doit avoir un objectif à ça? Mesdames et messieurs, bonsoir. La présidentielle s'est terminée complètement. Laurent Gbagbo a prêté serment de la mi-journée aujourd'hui. La cérémonie a eu lieu ce samedi 4 décembre 2010 au palais présidentiel en présence de nombreuses personnalités. Pour rappel, Laurent Gbagbo a été élu au second tour, au terme du second tour de la présidentielle du 28 novembre 2010 avec 51,45% des voix. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution. Vous vous rappelez, c'est bien la prestation de serment de M. Gbagbo. C'est bien ce dont vous faites référence, là. Vous étiez présent? Oui, c'est bien ça. J'étais en face, j'étais arrêté. J'étais en face, ici, j'étais arrêté. Et le président était assis en face de moi. Donc, si vous voulez, j'étais juste un peu derrière la caméra. Là. Donc, vous étiez derrière la caméra? Voilà. OK. Parce que nous n'appelons pas quelqu'un pour venir gérer notre pays. Or, l'organisation et la proclamation des résultats fait partie de la gestion souveraine d'un pays. La souveraineté de la Côte d'Ivoire, c'est elle que je suis chargé de défendre. Et elle, je ne la négocie pas. Donc, c'est à mes compatriotes que je m'adresse. C'est à mes compatriotes que je m'adresse pour dire, pour que notre souveraineté ne soit pas piétinée, n'appelons pas les autres à s'ingérer dans nos affaires. Pourriez-vous nous éclairer la Chambre au juste? Qu'est-ce qui est... On fait référence à quoi à ce moment-là? M. Gbagbo, selon vous, fait référence à quoi à ce moment-là? Le président Gbagbo a toujours dit que la mort vaut le déshonneur. M. Gbagbo était non seulement il est un grand chef d'État de la Côte d'Ivoire, mais il était aussi, à l'époque, un grand chef de l'opposition. Et à certaines choses, le président Gbagbo, pour l'honneur et la dignité, il n'acceptait pas. Ce discours veut dire, on est dans un pays où nous, on pense qu'on est souverain, on a notre indépendance.
Et on n'a pas trouvé normal, et ce qui est bien, que des gens qui vont nous guider de la façon nous devons gérer la Côte d'Ivoire, comme on a notre constitution, on a nos lois, on a nos règles, et que les gens, que le président fait allusion, moi je pense, il y a l'ONU, il y a la communauté internationale, il y a l'Union européenne, c'est des gens qui se mêlaient des affaires intérieures de la Côte d'Ivoire. Et ça, le président, en aucun cas, ne pouvait accepter ça. Et c'est à ça qu'il parlait. Il a par ailleurs déclaré croire que la France était responsable de la crise et que la communauté internationale avait pris position contre M. Gbagbo. Il a ajouté que la Côte d'Ivoire avait prévu d'utiliser la voie diplomatique pour régler les problèmes, mais que l'Union africaine avait déjà annoncé qu'elle enverrait des troupes dans le pays. Concernant les événements post-électoraux, M. Djichi a témoigné que le 16 décembre, il y aurait eu un appel à une manifestation devant la radio-télévision ivoirienne, la RTI. M. MacDonald a également interrogé le témoin au sujet du meeting de la Galaxie patriotique qui a eu lieu quelques jours avant la manifestation. Monsieur le témoin, une troisième partie, il est mentionné. On discute de la stratégie par rapport à la marche. Et là, il y a des détails qui sont donnés par vous lors de cet entretien, qu'il fallait que les patriotes descendent les mains nues et que les stratégies militaires, ce n'était pas à nous de les donner. Et c'est ce qui s'est passé effectivement le 16. Et là, vous décrivez ce qui s'est passé le 16. Et donc, la stratégie qui est discutée cette journée-là, lors de cette rencontre, était de descendre et puis faire des corridors jusqu'à les empêcher de venir. Et là, vous donnez des détails au sujet des lieux de ces corridors. Et je cite, « et faire le corridor partout, surtout autour, on a fait le corridor autour même de la RTI pour la protéger, on a fait le corridor vers l'hôtel du Golfe, toute la marche qu'ils doivent faire. On a aussi fait des corridors vers 2 plateaux, puisqu'on disait que d'autres de venir d'Abobo, de 2 plateaux, c'est-à-dire qu'on empêchait la rentrée même de la RTI. » Monsieur le témoin, est-ce que le fait de vous relire et résumer ces passages de votre entretien du mois de décembre 2014 vous rafraîchit la mémoire? Merci, Monsieur le procureur, merci, Monsieur le Président. Je pense que la lecture que vous avez faite ce matin, je pense que j'ai déjà passé dessus. Ce que vous avez lu, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Maintenant, j'ai l'impression que vous insistez de savoir quelles sont les décisions qui ont été prises dans la réunion ou qu'est-ce qu'on a dit dans la réunion. Sinon, ce que j'ai dit, c'est ce que vous avez écrit. Au cours du contre-interrogatoire par maître Emmanuel Altit, le conseil principal de la défense de M. Gbagbo, le témoin a confirmé que le bâtiment de la RTI avait été attaqué à plusieurs reprises et qu'il y avait eu un certain nombre d'attaques de type militaire, conduites par les forces pro-Ouattara, mais aussi par le commando invisible, qui avaient échoué. Donc, vous nous avez dit plusieurs attaques, c'est clair, dont une attaque du commando invisible, commandée par IB. Et je n'ai pas tout à fait compris, mais j'ai cru comprendre que cette attaque avait presque réussi, c'est ça? Oui, bien, c'est ce qu'il a dit, c'était presque réussi. Ils avaient pris le dessus même, presque pris la RTI. Et c'est ainsi que les FDS se sont organisés pour venir la reprendre. Donc, s'ils ont réussi à repousser les FDS et à se saisir de la RTI, c'est probablement qu'ils étaient bien armés. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout le monde sait que le groupe de M. Ibrahima Koulibaly dit IB, tout le monde sait très bien que leurs commandos invisibles sont très bien armés. Tout le monde sait. Et est-ce que vous savez d'où viennent les armes? Merci, monsieur Maître. J'ai toujours dit ici que tout ce qui concernait les armes,
je ne souhaiterais pas me mêler parce que je suis très loin de tout ce qui est armes et violent. Je ne sais pas où venaient les armes. Sincèrement, je ne peux pas répondre à cette question. Excusez-moi. Vous l'avez dit en effet, oui, oui. Vous nous avez expliqué à plusieurs reprises que la RTI était un endroit stratégique. C'est-à-dire que si l'on prend la RTI, d'une certaine manière, on prend le pouvoir. Est-ce que c'est bien cela que vous avez voulu dire? Oui, c'est ce que j'ai dit et c'est ce qui est vrai. Parce que partout en Afrique, tous les coups d'État, c'est fait toujours par la télévision. Dès que vous prenez la télévision, vous annoncez que vous êtes désormais le maître qui règne sur le pays et tout de suite que vous devenez le président. Le Témoin a par ailleurs déclaré qu'au cours de l'appel pour la marche sur la RTI en 2010, on demandait au public d'emmener des équipements et d'être prêt pour le jeudi 16 décembre. Alors, je repose ma question. Quand vous entendez un chef de guerre dire « prenez votre équipement de guerre » et que vous savez qu'il y a 500 ou 1000 soldats, ça vous fait quoi? Mais dans le cadre militaire, dans le thème militaire, quand un haut gradé de l'armée demande aux militaires de se mettre prêts et de préparer les équipements, c'est d'aller en guerre. C'est d'aller en guerre, il n'y a rien d'autre. C'est ce que ça veut dire. Je crois, dans le plan militaire. Je ne sais pas, moi je ne suis pas militaire, mais je pense que c'est ce que ça veut dire, si je comprends bien, c'est ce que ça veut dire. Des militaires qui demandent, un patron des militaires qui demande à ses officiers, ces militaires de se préparer demain et de préparer tous les équipements de guerre pour aller au front. C'est pour aller faire quoi? C'est pour aller faire la guerre. C'est pour aller faire la guerre. C'est ce que ça veut dire, je crois. Donc c'est votre témoignage. Ça, c'est mon avis, ça, Oui, c'est ce que ça veut dire. Oui. Selon le Témoin, des civils auraient organisé un certain nombre de barrages routiers sur le chemin de la RTI pour protéger le pays. Est-ce que vous êtes prêt à discuter avec Ouattara et dans quelles conditions? Je suis prêt à discuter avec lui, mais c'est une fois qu'on sera assis qu'on va déterminer ce qu'on discute. Moi, je n'ai pas de conditions préalables. J'ai dit qu'il y a une situation qui est intenable, qui est invivable, asseyons-nous et discutons. Et de quelle discussion parle le président Gbagbo sur ces images? Il parle de discussion. Il parle de discussion de la crise, on était dans la période de la crise. Il parle de discussion des élections, comment il faut sortir de la crise, comment il faut trouver un terrain d'attente entre lui et son frère Alassane. C'était ça l'objectif de discussion. Et comme le président disait toujours, asseyons-nous et discutons, c'était un slogan aussi, un mot qu'il utilisait beaucoup. Quelle était la réponse de ceux que mentionne le président Gbagbo? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle était la réponse. Puisqu'ils sont venus, ils sont repartis, quelle était la suite, quelle était la réponse, je ne sais pas. Vous dites ensuite, le président Gbagbo n'avait pas le choix, mais la population n'était pas d'accord parce que il y a cela aussi, il faut comprendre, il y a aussi la population qui n'accepte pas cette injustice. Alors, pourquoi la population n'était pas d'accord? Oui, je l'ai dit, j'étais à Abidjan même lorsque la réunion venait de finir et puis les décisions ont été prises et puis on a enlevé le Premier ministre et on a nommé un Premier ministre là-bas. À Abidjan, la population n'était pas d'accord, les gens même étaient très révoltés, même ils s'en prenaient même, dans cette période-là, ils s'en prenaient même aux Blancs. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord, c'était très mal vu. Mais quand le président, je crois, il est revenu, il a calmé le jeu, il a tenu plusieurs réunions au palais de la présidence, au plateau, il a tenu plusieurs rencontres avec la jeunesse, avec différentes associations, laquelle il a expliqué. Il a expliqué la réunion de Makoussi 1, il a expliqué aussi pourquoi il a accepté ses sacrifices, tout ça, mais il a aussi expliqué qu'il avait toujours la gouvernance dans sa main, c'est-à-dire qu'il gouvernait toujours le pays. Mais il y avait des choses qu'il fallait qu'il cède pour calmer les choses et que le pays revienne normal. Ça, je crois que vous devez avoir encore les films, je ne sais pas. Mais tout ça, ça a été filmé et ça a été projeté.
C'est l'intervention du président Gbagbo qui a contribué à calmer les choses, c'est ce que vous dites. Oui, c'est ce qu'il a dit et c'est ce qui s'est passé. D'accord. Le témoin a par ailleurs déclaré qu'il avait été lui-même attaqué à la fin de la crise post-électorale et, craignant pour sa vie, il s'était mis en contact avec les autorités qui l'ont ensuite emmené dans un endroit sûr, à l'hôtel Pergola, qui plus tard aurait été transformé en une prison politique. Pour la défense de Charles Blé Goudet, maître Gert Jan Knops, le Conseil de la Défense a été le premier à contre-interroger le témoin. Justement, parlons un peu de la force. Est-ce que vous redoutez maintenant qu'une force d'intervention de la CEDEAO se mette en place pour déloger Laurent Gbagbo par la force? Mais on ne peut pas déloger quelqu'un qui a remporté des élections. On ne peut pas déloger quelqu'un qui est là en fonction de la Constitution. Je voudrais dire que ce n'est pas que nous redoutons une force militaire, mais nous pensons que quand on finit de faire la guerre, on finit toujours par discuter. Autant discuter dès maintenant, au lieu de mettre des vies en danger, au lieu de tuer des gens et puis après venir s'asseoir pour discuter. Donc ceux qui prônent la force militaire, et je pense qu'ils font faux bond et ils doivent comprendre que l'Afrique a perdu trop de ses fils et qu'aujourd'hui, il faut tourner la page militaire. Nous ne redoutons rien du tout, mais nous pensons qu'il faut le dialogue. Pendant cette interview, M. Blé Goudet dit qu'il est temps de tourner la page militaire. Oui, c'est ce qu'il a dit. Comment est-ce que vous avez perçu ce message de M. Blé Goudet? Le message a été perçu de la même manière. Nous tous, nous souhaitons. Personne n'avait souhaité la guerre. Tout le monde a voulu qu'il y ait une sortie des crises pacifique dans le dialogue. Ça, c'était notre position à nous tous. Personne ne souhaitait la guerre. Et c'est pour cela que lui, il a prononcé de tourner la page militaire. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on enlève le côté militaire dans cette crise et puis aller au dialogue comme le président l'avait souhaité. Vous dites, je vous cite, lorsque M. Blé Goudet faisait des appels, il ne le faisait jamais clandestinement, il faisait ça à la télévision nationale ouvertement. Oui, j'ai dit ça. To your knowledge. Alors, d'après ce que vous savez, The calls you have seen. Ces appels que vous avez vus à la télévision, les appels de M. Blé Goudet, portaient toujours sur le même sujet, sur ce même sujet auquel il faisait déjà allusion lors de son intervention du 4 janvier ou du 14 mars, des appels à la paix, n'est-ce pas? Oui, vous avez vu les images, vous avez vu le discours de Blé Goudet quand il fait ses appels. Vous avez vu ce qu'il dit. Blé Goudet ne cachait pas tout ce que Blé Goudet faisait était presque tout publié en Côte d'Ivoire. Tout passait à la télévision. Le procès dans cette affaire se poursuivra le lundi 9 mai avec le témoignage du témoin à charge suivant.